Bettinelli, est-ce que tu es à l'antenne, s'il te plaît, pour l'entretien débat sur Bill Gates et l'Afrique? Je suis là, Kenny. Bonsoir à toi, Marc Bettinelli. Je t'appelle Marco. Au fur et à mesure que le temps passe, il faut que les gens sachent que nous écrivons un livre ensemble. Enfin, c'est un livre d'entretien dans lequel je développe ma pensée. Donc, on finit par se connaître. Même si tu n'es pas mon meilleur ami, je ne vais pas le dire non plus. Mais voilà, on apprend à se connaître, on apprend à se comprendre. Et donc, je suis content de t'avoir dans cette émission. Je rappelle que tu es étudiant à Sciences Po Paris et que tu es journaliste à Soyou TV. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés dans le cadre d'une interview pour ce dernier support. Voilà. Donc, on commence, Marco. À toi de jouer. Tout à fait. Donc, ces dernières semaines, on a pris l'habitude d'avoir des débats qui rebondissaient sur l'actualité géopolitique. Aujourd'hui, ça va être un peu particulier parce qu'on va rebondir sur une actu, j'ai envie de dire, médiatique. On va faire suite, en effet, à un reportage qui a été diffusé le 5 janvier dernier dans l'émission Envoyé spécial de France 2 qui s'intitulait Le Monde selon Gates. Un reportage créé par les journalistes Jérémy Brieux et Jean-François Monnier. Le sujet de ce reportage était la fondation la plus puissante du monde et de l'histoire, avec un capital financier de 67 milliards de dollars. La fondation est celle de Bill Gates et de sa femme Melinda. C'est une fondation qui a été créée en 2004 avec pour but de financer des actions humanitaires et scientifiques un peu partout dans le monde. Donc, pour rappel, même si je pense que la majorité le savent, Bill Gates c'est le fondateur et l'ancien président de Microsoft. Mais en 2008, il a quitté son entreprise pour se consacrer à l'humanitaire via la fondation qui porte son nom. Une fondation à laquelle il a d'ailleurs fait don de 95% de sa fortune. Et aujourd'hui, cette fondation, c'est un budget annuel de 2,5 milliards d'euros environ, ce qui la rend la plus puissante que l'Organisation mondiale de la santé ou l'UNICEF, deux institutions qui sont liées à l'ONU, l'une pour la santé comme son nom l'indique, l'autre pour l'enfance. Donc jusque-là, aucun problème, et j'ai même envie de dire qu'on peut que saluer cette attitude et cette générosité qui est tout à fait louable et sur laquelle on peut être admiratif. Mais voilà, je ne veux pas qu'on tombe dans un paradoxe qui consisterait à tout critiquer. Non, pour autant, évidemment. comme mais le point on n'est pas non plus dans Alice au pays des merveilles. On en parlera. Exactement. Et on en vient tout de suite, puisque comme le pointe le reportage, il y a quelques problèmes, notamment dans le mode de financement qui paraissent être assez troubles, et ce super pouvoir qui a été créé par ces gigantesques moyens financiers, qu'aucune forme de démocratie ne paraît contrebalancer. Donc, juste avant de rentrer dans le vif du sujet et la controverse, je veux dire que tout ce qu'on va dire là est basé sur des faits qui sont publics, qu'on ne se situe, enfin, pour ma part, absolument pas dans des théories du complot ou autres, voilà, qui pourraient nous décrédibiliser. Pour la mienne aussi, je te rassure, Marc Bettinelli. Donc, passons aux faits. Le reportage en question se base notamment sur une enquête qui a été publiée en 2007 dans le Los Angeles Times, et on y apprend qu'en réalité, les fonds, dans les fonds seuls les intérêts des fonds placés par les Gates sont investis dans l'humanitaire, puisque les fonds eux-mêmes, pas seulement les intérêts, mais les fonds eux-mêmes sont investis dans de nombreuses entreprises afin de faire fructifier ces fonds. Mais certaines de ces entreprises qui recueillent les fonds de la fondation sont en fait des entreprises qui elles-mêmes causent des désastres sur la santé des populations que la fondation va pourtant prétendre soigner. Un exemple. L'article du Los Angeles Times débute par la présentation de Justice, un enfant âgé alors de 14 mois qui vit au Nigeria. Cet enfant a bénéficié des vaccins offerts par la fondation Gates. Mais il se trouve que cet enfant est aussi victime de troubles de la respiration et que ces troubles seraient en partie causés par les fumées qui s'échappent de la raffinerie à côté de laquelle il vit. Cette raffinerie est détenue par le géant du pétrole italien Eni. Et je vous laisse deviner qui investit dans cette société, la fondation Gates. Et donc, le reportage montre que la fondation investit ainsi dans des entreprises qui contredisent directement les objectifs humanitaires qu'elle affiche. Ils passent ainsi leur argent dans des entreprises qui ont souvent bafoué toute responsabilité sociale en dégradant considérablement l'environnement, en ne respectant absolument pas les travailleurs et en se comportant régulièrement de manière à ne respecter aucune forme d'éthique. Ces entreprises, citons-les. Par exemple, à part n'oubliez pas la question, monsieur Bettinelli, si possible. Hein. Oui, justement, je peux te rappeler les faits, c'est vrai que c'est un peu plus long d'habitude, on y arrive. Donc, à part Eni, ils ont investi dans Lehman Brothers, dont on sait le rôle joué dans la contagion de la crise des subprimes, ce qui a d'ailleurs amené à la disparition de la banque en 2008. On trouve aussi Walmart, le numéro 1 mondial de la distribution, qui est aussi connu pour la façon dont il bafoue totalement le droit du travail.
Et on trouve entre autres, d'ailleurs, un florilège de géants pétroliers, Eni que j'ai déjà cité, mais aussi Shell, BP, ExxonMobil, Chevron ou le français Total. Et pour terminer avec cette partie financière, la fondation Gates investit dans des entreprises qui appartiennent à l'industrie pharmaceutique alors qu'elle va elle-même distribuer de très nombreux vaccins aux enfants des pays pauvres. Là, on peut se demander s'il n'y a pas un conflit d'intérêts extrêmement douteux. Et d'autre part, les laboratoires pharmaceutiques en question, tels les laboratoires Abbott, sont parfois ceux qui sont accusés de restreindre l'accès des populations les plus défavorisées aux médicaments clés dont ils auraient besoin. Ça a été qualifié d'ailleurs d'apartheid pharmaceutique par Brooke Baker, qui est un expert en propriété intellectuelle. Pour finir, et je te rendrai la parole juste après, le reportage d'envoyé spécial s'interrogeait sur les liens troubles qui pouvaient exister entre la fondation Gates et la très controversée entreprise Monsanto, qui est un pilier de l'industrie des OGM. Je vous laisse juste taper Monsanto sur Google, et une des premières pages qui ressort parle de crimes contre l'humanité à leur sujet. Il y a un reportage que je peux vous conseiller qui s'appelait Le Monde selon Monsanto de Marie-Monique Robin. Et donc pour revenir au lien, rapidement et je termine, pour revenir au lien entre Gates et Monsanto, il apparaît que plusieurs anciens cadres de Monsanto qui ont piloté sa stratégie en Afrique sont aujourd'hui très bien placés dans la hiérarchie de la fondation Gates pour laquelle ils travaillent désormais. Rob Horch, par exemple, qui était le vice-président de Monsanto et a cherché à ouvrir à cette société de nouveaux marchés en Afrique, est aujourd'hui le bras droit de Bill Gates. Et même si Bill Gates prétend que Monsanto donne gratuitement ses OGM aux paysans africains pour les aider via la fondation Gates, il apparaît qu'en réalité, comme le conclut le reportage de France 2, le Kenya vient par exemple d'autoriser la culture du coton génétiquement modifié. Ce sera bien entendu celui de Monsanto et il ne sera pas gratuit. Et enfin, on se rend compte que l'année dernière, la fondation Gates a, ce n'est pas un hasard, investi pas moins de 20 milliards d'euros chez Monsanto. Voilà, j'étais un peu long, il y avait beaucoup d'éléments à donner. J'aurais pu en donner plus, je ne veux pas trop monopoliser la parole. Je te laisse réagir à ces faits. Non, mais donc, bon, là en fait, tu me poses une question ou tu me demandes de réagir à ces faits? Parce qu'ici, il s'agit juste de réagir à ces faits. J'aimerais que tu réagisses à ces faits, que si tu peux élargir le sujet en donnant ta vision de l'humanitaire. Je sais que tu as une vision qui est très spécifique. J'aimerais que tu l'expliques à ceux qui nous écoutent. Voilà, qui m'est très spécifique, mais qui, je crois, s'appuie de manière la plus pragmatique possible et en priorité sur les réalités, sur des éléments factuels que beaucoup de gens ont peur de regarder, tels que ces événements et ces éléments sont. Ça, c'est une constatation. Je vais encore une fois, dans mon mini-exposé, dans la réflexion que je vais donner, essayer d'être intelligible. Quand je dis intelligible, c'est pas simplement ressortir une suite d'arguments pour donner la sensation aux gens que nous savons que les gens ne savent pas, mais au contraire qu'il puisse y avoir un partage, qu'il puisse y avoir un recul critique. Là encore une fois, pour les ignorants qui nous qualifient d'extrémistes, nous on donne des éléments factuels et je pousse ces personnes-là à vérifier. Après, si la vérité est extrême, ne me traitez pas d'extrémiste, posez-vous la question de savoir pourquoi la vie dans laquelle nous sommes installés est et nous pousse à des situations aussi radicales. Et voilà, n'accusez pas celui qui a donné la vérité, donné des propos sur ces situations. Attaquez-vous à la société dans laquelle nous vivons aux quatre coins du monde. Donc, pour ce qui est de la Fondation Gates, on va commencer par cette base-là pour après s'ouvrir, j'ai envie de dire, à l'humanitaire de manière globale. L'humanitaire que je qualifie bien souvent d'impérialisme de la vertu. J'entends par impérialisme de la vertu la logique de vouloir s'imposer aux quatre coins du monde, mondialiser, imposer sa façon de régir certains problèmes, mais en réalité en faisant la morale aux sociétés dans lesquelles vous vous présentez. Les droits de l'homme, par exemple, l'aide ou la lutte contre telle ou telle maladie, on aura l'occasion de développer. Mais pour ce qui est de la Fondation Gates, sur laquelle tu t'es déjà bien exprimé, tu as donné un certain nombre d'éléments, je vais quand même prolonger et approfondir de manière dense le sujet en parlant de Bill Gates, qui est connu donc de tous, je pense, tous ceux qui ont Internet, puisque vous nous écoutez par Internet, forcément Bill Gates et Microsoft, etc., vous connaissez. Donc l'action de Bill Gates, je la décomposerai en deux parties pour essayer de suivre justement une méthodologie qui est propre au philosophe Grégoire Biogo et qui nous poussait dans cette démarche d'objectivité sans quoi rien ne peut être énoncé. La première partie, c'est une partie financière. La deuxième partie, c'est une partie idéologique. Quand on parle de partie financière, on aurait dû, et je pense qu'il aurait été nécessaire que tu précises que Bill Gates aurait pu léguer 95% de sa fortune à un organisme de charité déjà existant. Mais il a préféré, comme tu l'as énoncé, d'accord, créer sa propre fondation. Alors je pousse les gens, je pose la question qui est la suivante, pourquoi a-t-il préféré créer sa propre fondation alors qu'il aurait pu léguer
95% de sa fortune s'il était véritablement le philanthrope, c'est-à-dire l'ami de l'humanité qu'il prétend être. Pourquoi? La réponse est très simple. Il faut savoir que selon l'article 501 C3 du Code des impôts aux États-Unis, complété en 1981, cet article permet donc aux fondations de bénéficier d'importantes exonérations d'impôts et ne sont tenues de ne redistribuer un minimum que de 5% de leur dotation. Ça nous permet de comprendre que ceux qui se présentent généralement comme philanthropes ne sont pas ceux qu'ils prétendent être. Ça sont des éléments factuels et vérifiables par tous. Je vous appelle tous à vérifier. Article 501 C3 du Code des impôts aux USA, complété en 1981, qui permet donc aux fondations de bénéficier d'importantes exonérations d'impôts. Voilà, et redistribution obligatoire que 5% de leur dotation, c'est vraiment quelque chose de dérisoire et pour ne pas dire pathétique en réalité quand on y réfléchit par rapport à la base de la motivation qui est censée être celle de M. Bill et Mme Melinda Gates. Une enquête de Charles Piller dans le Los Angeles Times, tu as évoqué le Los Angeles Times tout à l'heure de manière très précise, du 7 janvier 2007, révèle que la fondation ne verse que 5% de ses dotations, donc le minimum légal, pour leurs œuvres humanitaires. Les 95%, comme tu l'as précisé, mais là c'est nécessaire d'exposer, de rendre encore plus explicite ces données, donc les 95% restants sont placés dans un fonds d'investissement propre à la fondation, donc c'est Cascade Investment LLC, d'accord, qui n'est pas tenu de divulguer quoi que ce soit sur ses activités financières. C'est une précision que je me permets de donner à l'exposé qui est le tien. Cet article de Los Angeles Times nous apprend aussi que les investissements de 95% donc des avoirs de la fondation Gates sont principalement, c'est quand même intéressant à noter, tu l'as dit tout à l'heure, mais là encore une fois on approfondit le sujet, ils sont principalement donc dans des industries pétrochimiques et pharmaceutiques. Alors pétrochimiques et pharmaceutiques, c'est intéressant pour quelqu'un qui veut lutter contre les maladies. Vous allez me dire, ils financent des médicaments, etc. Alors allons au bout du raisonnement, allons au bout de la réflexion et ouvrons nos œillères tous ensemble. Tel, j'ai envie de dire, le cercle des penseurs disparus, je me comprends, même si je le dis avec ironie. À Ebosha, donc au Nigeria, la fondation a participé à la campagne de vaccination anti-polio. Mais dans le même temps, Cascade Investment a investi dans une raffinerie pétrolière de la boucle du Niger, dont les fumées ont provoqué des bronchites chroniques, de l'asthme et des troubles de la vision chez les enfants. C'est intéressant quand même. Quelqu'un qui est dans cette démarche de créer des prétendus vaccins qui prétendument vont nous sauver. Donc, vous savez, ça c'est dans Alice au Pays des Merveilles ou dans Mamadou au Pays des Merveilles. C'est mon dessin animé préféré, Mamadou au Pays des Merveilles. Voilà, les vaccins sauvent tout. Et s'il n'y a pas les vaccins, on meurt, d'accord. Mais les choses sont plus complexes. Dans le même temps, il investit dans des structures qui créent des maladies qu'il prétend par la suite vouloir corriger, vouloir faire disparaître. En dehors de la compagnie donc pétrolière ENI, donc compagnie italienne que tu as nommée tout à l'heure, que tu as citée tout à l'heure de manière très courte et très succincte, la fondation Gates a investi 423 millions de dollars, et je demande à tout le monde de vérifier si Kémy Séba ment ou si Kémy Séba tient des propos extrémistes ou complotistes, ou alors ce sont les abrutis qui ont appris le mot théorie du complot, qui ne se sont pas attachés à la réalité des faits. Alors vérifiez bien ce que je dis, 423 millions de dollars dans les compagnies pétrochimiques comme ExxonMobil, comme Royal Dutch Shell, ou encore Total. Alors qu'elle n'investit que 128 millions dans le programme, donc prétendument anti-polio. Ce sont des choses qui, pour moi, méritent réflexion et méritent là aussi construction du raisonnement. Comment quelqu'un qui se présente et qui se prétend être un ami de l'humanité peut être aussi capable et de manière aussi froide de créer des structures qui vont lui permettre d'une part de s'enrichir, comme tu l'as exposé tout à l'heure, d'accord, qui vont diffuser des maladies de manière extrêmement profonde, et dans le même temps va déverser des sommes modiques, pour ne pas dire pathétiques, dont le prétendu, bon, en même temps quand on dit pathétique, ces sommes-là, pour nous autres petits kidam, moi on me dit toujours Kémy Séba, fils de bourgeois, fils d'une grande famille, etc. Alors moi c'est vrai que je n'ai jamais manqué de rien, à part quand je me suis lancé dans l'activisme plutôt que de choisir un autre destin, même si aujourd'hui les choses se sont réinstallées, que nous vivons à la hauteur qui est censée être la nôtre, mais c'est vrai que quand on entend 128 millions de dollars, ça fait beaucoup pour des gens comme toi, Marc Bettinelli, ou pour des gens comme moi. Mais ces 128 millions de dollars, c'est du pipi-chat par rapport à la fortune réelle que possède Monsieur Bill Gates. Et la question qu'on se pose, la réponse on la trouve rapidement, c'est qu'il y a une façade que ces personnes qui se prétendent comme philanthropes se doivent d'avoir pour justement faire véhiculer, inoculer leur idéologie dont nous allons parler dans quelques secondes. Et ce volet idéologique, donc, il se présente de manière extrêmement là aussi succincte, et après
on aura terminé à ce sujet, en tout cas en ce qui concerne le cas Bill Gates, parce que je ne vais pas passer mon temps non plus à en parler. Il faut savoir, d'accord, que à l'initiative de Bill Gates, une réunion entre guillemets secrète, mais qui a été révélée par la presse, d'accord, réunissant 14 milliardaires américains, s'est tenue le mardi 5 mai 2009. Je rappelle qu'à cette réunion, si je ne m'abuse, et mon collaborateur et ami Taïrouka Shabazz ne me démentira pas, il y a une certaine Oprah Winfrey qui était présente dedans, Oprah qui est aimée par un certain nombre de gens, j'aime la sœur, mais ça ne m'empêche pas de dire les choses telles qu'elles sont. Cette réunion se tenait chez Sir Paul Nurse, le président de la Rockefeller University of New York. Alors je sais que certains abrutis, dont on Rockefeller, Rockefeller, etc., ils pensent que c'est quelque chose de bien, dès qu'il y a de l'argent c'est bien. Il y a argent et argent, il y a argent, il y a déconstruction de soi et éloignement aussi de ses propres objectifs. Et c'est pour ça que je demande à tout le monde de réfléchir réellement. Le nom de ce groupe donc le nom originel de ce groupe est le Billionaire Club, dont les membres assez éminents sont un certain George Soros. Tiens, on revient encore sur George Soros, c'est marrant. Alors après, il y a toujours des gens qui vont vous dire, mais George Soros, il n'est pas méchant, il aime les Africains, il est là pour aider, on ne va pas se lever contre des gens qui veulent aider l'humanité. Non, les choses là aussi sont complexes et je demande à tout le monde de ne pas être stupide à ce sujet. George Soros, Warren Buffett, d'accord, financier, Ted Turner de CNN, David Rockefeller Jr., comme vous avez compris, ce ne sont pas des Burkinabés ou des Sénégalais, Michael Bloomberg, tiens, on le connaît, et donc la même Oprah Winfrey dont j'ai parlé. C'est d'abord Neil Hodgwood du journal irishcentral.com, d'accord, du 18 mai 2009. Vérifiez s'il vous plaît, comme ça m'évitera de m'ennuyer, parce que j'aime bien voir la contradiction et ne pas être simplement dans l'ignorance et dans la contestation de faits sans s'appuyer sur une recherche réelle. Donc, monsieur Neil, d'accord, a révélé que cette information qui a été par la suite reprise par ABC News, le New York Times, le New York Post, le Sunday Times et Forbes. C'est le Sunday Times qui a donné le plus d'infos sur le contenu de cette réunion du Club des milliardaires. L'idée, c'est que la population mondiale serait trop importante et que ça risquerait de provoquer un réchauffement climatique. Ce réchauffement détruirait les récoltes et exterminerait la population humaine. Les survivants étant contraints donc par la suite, et je vous dis, je ne vous donne pas une vision catastrophiste pour le plaisir de vous la donner, je vous donne là aussi des réflexions qui ont été données, qui ont été corroborées par le New York Times, qui ont été corroborées par le New York Post, par Sunday Times, etc. Donc, je le dis bien, ce réchauffement climatique serait une catastrophe pour l'humanité et les survivants seraient poussés, in fine, dans les scénarios les plus catastrophistes, d'accord, de s'orienter vers une sorte de cannibalisme, comme à une certaine époque l'humanité l'a trouvé. Et donc ces personnes qui se présentent comme amis de l'humanité n'ont rien trouvé de mieux, d'accord, que pour éviter ce scénario, que donc d'investir dans des programmes de contrôle de la population, des programmes qui ont déjà existé. Quand on dit contrôle de la population, certains se disent mais comment tu peux avoir des schémas aussi diaboliques, des schémas aussi pessimistes sur l'humanité, l'être humain ne peut pas être aussi méchant qu'Émile Seba. Je vous dis, sortez de Mamadou au pays des merveilles, car quand on parle de Malthus, le malthusanisme, ça a été là aussi le contrôle des naissances, ça a été le contrôle, j'ai envie de dire, de la croissance, parce que là aussi il fallait limiter la population par rapport aux possibilités que cette population avait de vivre en tant que telle. Donc ça, ce sont des choses que nous savons, que nous connaissons, que nous comprenons. Donc ce contrôle de la population et la lutte contre le réchauffement climatique, ce sont des axes justement de ce club des milliardaires, de ce billionaire club. Et cette vision apocalyptique a été soutenue en public. Et là, encore une fois, j'invite tout le monde et je défie les opposants cartons, les Gordigans qui se reconnaîtront de s'opposer dans le fond à ces propos-là. Ça a été proposé et soutenu en public par Bill Gates à Long Beach, en Californie, le 18 février 2010. Ça fera bientôt un an. Il a conseillé donc de tout mettre en œuvre pour éviter que la population mondiale n'atteigne les 9,3 milliards prévus par les experts. Il a dit lors de cette conférence, et je vous demande vraiment de bien retenir ces propos pour comprendre ce que la philanthropie veut dire au XXIe siècle, que l'on pourrait, grâce aux œuvres caritatives, bloquer cette population à 8,3 milliards. En 2008, au Temple University de Philadelphie, Ted Turner souhaite que la population mondiale soit ramenée à 2 milliards de personnes, soit 70% en moins. Ce ne sont pas des propos sortis de l'imagination de Kémy Séba, ce sont des propos qui ont été présentés. Vous pouvez vérifier, vous reprenez les noms que j'ai donnés, vous tapez sur Internet, vous passez des nuits à chercher et vous comprendrez qu'on ne raconte pas des trucs de Gordigan, on ne raconte pas des trucs de PD, on vous énonce des éléments factuels. Donc voilà l'idéologie que sous-entend ces œuvres philanthropiques. C'est un contrôle de la population parce qu'ils savent très bien que plus la population va s'élargir, la question est de savoir que si le partage des richesses sera effectif. Ils ont déjà
du mal à partager les richesses de manière équitable. Disons même les choses telles qu'elles sont, ils ne veulent pas les partager. Alors plus il y aura de monde, plus ils seront confrontés à leur propre réalité. Et ces personnes-là ont donc intérêt à ce que la population mondiale puisse être limitée pour que l'oligarchie puisse continuer à prospérer. C'est quelque chose de mathématique. Il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup ou maths spé. Il faut simplement réfléchir un minimum, être capable de rechercher en profondeur pour comprendre les éléments qu'on vient de donner. Donc Bill Gates, évidemment, à l'image de l'humanitaire en Afrique et de l'humanitaire dans le tiers-monde de manière générale. L'Afrique, j'y suis, et ça va faire dans quelques semaines, bientôt 1 an que j'y vis, et de manière définitive, que j'y suis rentré, que je me suis rapatrié. C'est évidemment moins agréable sur bon nombre de sujets que de vivre en Occident, où tout nous est fourni à la base. Ici, tout est un luxe, mais il y a une vie à avoir. Et on sait très bien que cette vie-là, chaque individu, chaque être humain qui foule le sol sur cette terre, a le droit à la dignité, a le droit au respect, a le droit à la justice. Mais comme nous ne sommes pas dans Mamadou au pays des merveilles, nous savons que dans ce monde, il y a des personnes qui, depuis un certain nombre de temps, ont décidé de s'accaparer les richesses, ont décidé de noyauter ces richesses et de fermer le robinet, j'ai envie de dire, du partage et d'être justement dans la logique d'asphyxier la donation et de se présenter en plus comme amis de la justice et amis de la fraternité. Ces gens qui vous pillent d'un côté, ils vous pillent 90% des richesses et ils vous donnent 1% et vous disent « nous sommes généreux, remerciez-nous ». Et on a quelques macaques et quelques marsupilami qui sont dans une démarche de dire oui, ces gens-là sont des gens bien, sont des personnes qui nous aident, sont des personnes qui aident l'humanité. Vous ne pouvez pas tirer à boulet rouge sur ces gens-là. Non, ces gens-là savent très bien ce qu'ils font. Et je vous le dis, je vous le répète, ces personnes sont de toutes les couleurs. Il y a des noirs, il y a des blancs. Il y a des blancs pas catholiques, je me comprends, c'est-à-dire qu'il y a des juifs, il y a des athées, il y a des satanistes, il y a tout ce que vous voulez, il y a des musulmans, entre guillemets, qui se disent musulmans, mais qui ne sont musulmans que de nom, je me comprends, etc., etc. Ces personnes-là, en réalité, ont pour seule et unique religion l'argent. J'ai toujours dit que l'argent, comme moyen, ce n'est pas un problème, mais l'argent comme fin, ça reste et ça demeure un danger. Parce que lorsque le billet vert devient votre destinée ou votre finalité, vous risquez d'être à côté de Lucifer dans la maison où, avant le jugement, pourrait brûler. Donc moi je dis clairement et simplement, il y a une oligarchie mondiale, d'accord, qui a compris comment fonctionnait le monde, et on ne peut pas leur en vouloir, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans la victimisation et dire que oui, c'est méchant, ils nous prennent tout, on n'a rien. Non, ils ont simplement réfléchi plus que nous à la manière dont ce monde fonctionnait. Ils ne se sont pas dit, je serais complotiste d'agir comme ça, ils ont dit, le monde fonctionne de manière cruelle, nous sommes des animaux, à la base, dotés d'intelligence, mais nous avons des réflexes barbares, et ceux qui seront les plus fins, les plus stratèges en sortiront. Il y a des gens qui veulent partager, il y a des gens qui veulent décimer, il y a des gens qui veulent que l'humanité puisse se relever, il y a des gens qui veulent que l'humanité soit enterrée. Et chacun choisit son camp. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on entend un certain nombre de personnes nous parler bif, argent. La plupart des gens qui en parlent d'ailleurs sont des gens qui n'ont rien. Et ça me fait souvent sourire. J'ai souvent de la pitié pour ces personnes-là. Non, la question n'est pas de se faire de l'argent pour se faire de l'argent. La question est d'être capable de construire quelque chose de viable pour en faire profiter la population, réellement. Et en ce sens-là, l'argent est une nécessité, mais je le dis toujours, cet argent ne doit pas, cette somme d'argent quelle qu'elle soit, ne doit pas être une finalité. Donc pour Bill Gates, les choses sont simples, et pour le club des billionnaires, des clubs des millionnaires, les choses sont très simples aussi. Il y a des personnes qui ont compris que de leur survie dépendait, j'ai envie de dire, la restriction de l'humanité. Il y en a d'autres qui ont compris qu'il fallait que ce système criminel, ce système impérialiste, oligarchique, violent et virulent, et déguisé en humanitaire et donc en impérialisme de la vertu, puisse être corroboré, puisse être vraiment construit, constitué. Et bon, voilà, nous, on est dans une démarche d'élévation, dans une démarche de dépassement, dans une démarche d'analyse, et on essaie de faire en sorte que les gens ne croient pas au Père Noël, parce que derrière la barre, quand on tire la barre, on se rend compte que c'est Satan qui est derrière. Voilà ce que j'avais à dire à ce sujet. Marc, Très bien. Écoute, merci pour ta réponse. Est-ce qu'on a encore un peu de temps pour élargir un peu ce débat à l'humanitaire de manière générale? Alors, il est déjà, le problème comme dit, il est déjà 19, mais on a peut-être 2 minutes encore, allons-y. J'aimerais que tu t'exprimes un peu plus largement tu donnes ton opinion de ces gens qui s'engagent dans l'humanitaire, parce que là on a parlé de Bill Gates, mais ça reste quelque chose de marginal. Il y a aussi quand même beaucoup de gens qui s'engagent avec pour seule ambition d'aider ceux qui sont dans la misère, on peut dire. Alors, il faut être très clair, mais j'en ai connu, hein, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, etc. Moi, je pars d'un principe qui est le suivant. Il y a humanitaire à partir du moment où il y a faillite d'une société ou d'une civilisation, quelle qu'elle soit. L'humanitaire en France est moins présent qu'en Afrique, par exemple. Il faut se poser des questions. Peut-être parce que les portes sont plus ouvertes chez nous et pour que d'autres personnes viennent nous donner, soi-disant, de l'aide. Quand on dit toujours que derrière le bras qui aide, il y a le bras aussi
dirige et qui conduit. Et c'est ce que j'appelle, moi, l'impérialisme de la vertu en tant que tel. Que des gens soient sincères dans leur démarche de vouloir aider, mais soient sincèrement cons pour être utilisés par des gens qui n'ont pas la volonté d'élever l'humanité, c'est un fait. Des gens qui travaillent à la Croix-Rouge, quand on sait les scandales qu'il y a autour de la Croix-Rouge, on va pas, si on n'aura pas assez de 2 minutes pour l'énoncer, on l'a déjà fait par le passé dans les autres émissions d'Afrique Selon, on continuera à le faire in extenso lors des temps prochains, mais des gens au sein de la Croix-Rouge, au sein de l'OMS, des gens qui sont sincères véritablement, ces personnes veulent aider l'humanité, mais ce ne sont que des pions de ces clubs justement oligarchiques qu'on vient de citer, et eux, j'ai envie de dire que c'est bien d'avoir la volonté d'aider son prochain. Mais je dis toujours qu'avant de vouloir aider son prochain lointain, il est temps aussi, et c'est moi le message en tant que panafricain que je veux énoncer, que je veux propager à tous les Don Quichotte ou à tous les amis de l'humanité, occupez-vous de votre peuple. Moi, c'est le message que j'ai envie de citer et que j'ai envie d'énoncer, que j'ai envie d'exprimer, que j'ai envie d'exposer. Occupez-vous de votre peuple. Et quand je dis occupez-vous de votre peuple, je ne parle pas simplement aux Occidentaux, je parle aussi aux Afros qui pensent qu'il faut tourner le dos à son continent originel. Si vous tournez le dos à votre continent originel, ne vous étonnez pas par la suite que d'autres, et ça sera logique, à l'extérieur, puissent être dans une démarche de venir faire le travail que vous n'avez pas voulu faire. Donc, que chacun s'occupe de son peuple. Moi, j'en ai marre de voir, je le dis, et ce n'est pas un discours raciste ou quoi que ce soit, j'en ai marre de voir des visages pâles, et je le dis clairement, même si tu es un blanc, Marc Bettinelli, entre guillemets, d'accord, tu es un blanc, mais j'en ai marre de voir des visages pâles venir dire je viens aider l'Afrique, je viens aider l'Africain, je viens aider les pauvres Africains, ils n'ont rien, je les vois, ils sont là, avec leurs histoires de vaccins, ils sont là en train de construire des écoles. Occupez-vous de tous les SDF que vous avez dans vos pays. Occupez-vous de tout ce que vous avez qui ne va pas dans vos sociétés. Vos sociétés ne sont pas suffisamment abouties pour venir nous aider. Il est temps par contre que nous autres, afro-descendants et africains, nous prenions en main notre destinée. Et que chacun fasse pareil par rapport à son peuple. Ça, ce n'est pas du racisme, c'est un minimum de dignité, de bon sens. Et je pense que tout le monde devrait s'orienter vers cette résolution-là. Et ça n'empêche pas qu'un certain nombre de gens soient armés, je le dis et je le répète, de bonnes intentions, mais l'enfer, comme on le dit, est pavé de bonnes intentions. Donc ne prolongeons pas le raisonnement de personnes qui, lorsqu'elles initient certaines organisations non gouvernementales, savent très bien pourquoi elles le font. Soyons stratèges, soyons fins, sans quoi j'ai envie de dire que l'humanité en réalité deviendra l'humanocide, on tuera l'humanité en croyant bien faire. Voilà ce que j'avais à dire à ce sujet. On me dit que... voilà. Il faut qu'on se dépêche, on se dépêche. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire à ce sujet. On en a fini. Voilà, on en a fini. Et donc je te remercie, Marc Bettinelli, donc étudiant en Sciences Po Paris, journaliste donc à Soyou TV. C'était donc Bill Gates, ses liens et son amour entre guillemets de l'Afrique. Bon, comprenne qui pourra. Il y a les ignorants qui voudront continuer à croire malgré les éléments que tu leur as donnés, ce que je leur ai donné. Certains voudront croire que Bill Gates est quand même un gentil. Moi, dans le monde, il n'y a ni gentil, ni méchant. Il y a des personnes qui luttent pour leurs intérêts personnels ou d'autres qui luttent pour les intérêts de manière plus globale de la population globale, mondiale, régionale, locale, quelle qu'elle soit. Et c'est à ce stade-là que nous nous situons en tant que dissidents. Merci à toi, Marc Bettinelli. On va passer la chronique à bientôt, du docteur Salim Laibi, connu sous le nom du libre penseur. Après, on continue l'émission. N'oublions pas une chronique importante qui durera 5 minutes après, par la suite, où je parlerai de panafricanisme et de négritude. Chronique de docteur Salim Laibi, le libre penseur, s'il te plaît. Et après, il y a les auditeurs comprendra, puisque, voilà, là, ce soir, il y en a un certain nombre qui sont présents. Il faut juste qu'on ait le temps, qu'on ne déborde pas. Donc, allons-y pour le libre penseur, s'il te plaît.